Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Voilà. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Comment? Tu vas bien? Oui, très bien. Et vous? Ça va, merci. Tu peux me tutoyer, hein? Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je suis pas si vieille que ça, il n'y a pas de souci, hein, tu peux me dire tu. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois bien le partage d'écran? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que, avant qu'on commence, tu as des questions par rapport à la dernière fois? Est-ce que tu as des questions sur ce que tu as fait, peut-être? Je ne sais pas si tu as eu le temps d'essayer de trouver une problématique. Dans mon souvenir, c'était ça, on avait dit on essaie de trouver une problématique. Et Ouais. éventuellement, si tu voulais commencer à faire un petit peu un paragraphe argumenté, tu pouvais. Est-ce que tu as commencé à faire un petit peu quelque chose ou pas? J'ai fait la question probabilisée. Probabilisée. La quoi? La question probabilisée. Ouais, la problématique. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as pu trouver comme problématique là-dessus? Comment l'auteur utilise-t-il la description de l'environnement pour instaurer une atmosphère inquiétante et mystérieuse? Ok, très bien. Parfaite ta problématique. Des fois, tu peux trouver quelque chose d'un petit peu plus court pour éviter de t'égarer sur trop de choses. Mais ici, même si elle est un petit peu longue, elle regroupe les éléments intéressants de ce texte, donc pas de souci. Est-ce que tu as eu du mal à trouver la problématique ou pas? Je cherchais un peu, mais il faut le trouver, ça arrive. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou pas? Non, c'est bon. C'est bon. La dernière fois, on n'avait juste pas relevé quel type de texte tu peux avoir ici. Est-ce que tu arrives à repérer ou pas? C'est Euh, très court, mais est-ce que tu arrives à te souvenir un petit peu de quoi ça parlait? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que du coup on peut relever comme type de texte? C'était un texte. Euh, un peu terreur. Alors ça, on est sur tout ce qui va être le registre, le ton éventuellement, sur terreur, mais le type de texte, est-ce que tu as ici une poésie? Est-ce que tu as une pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu as ici? Ah non, ça c'est un, un roman. Ouais, c'est sûrement, ça provient d'un roman, mais du coup, le roman, c'est quel type? Parce que je ne veux pas te donner la réponse, je veux juste que tu arrives à ce que je voudrais que tu dises. Sur une pièce de théâtre, par exemple, tu vas avoir des dialogues. Ok? Donc, type de texte, pièce de théâtre avec des dialogues. Ok? Ou des actes. Enfin, voilà, tu peux préciser en fonction de ce que tu vois. Quand tu as un roman, généralement, tu as quoi comme type de texte? Un texte narratif. Ouais, narratif. Et qu'est-ce que tu peux avoir d'autre au-delà du narratif? Euh, Qu'est-ce qu'on te donne comme information ici? Le vent hurlait, les arbres tordus, la lueur blafarde, les maisons semblaient respirer. description. Ouais, on te donne des descriptions de pas mal d'éléments. Donc effectivement, tu as un texte qui est narratif, on te raconte une histoire, mais il est d'autant plus descriptif parce qu'on te décrit tous les éléments dans ce texte. Donc on a un type de texte narratif et descriptif. OK? Ouais. Ok, c'est tout ce qu'il nous restait à faire sur cette partie du texte. Je peux te proposer deux choses pour aujourd'hui. Soit on peut essayer de faire un petit paragraphe de commentaire, soit on refait la même chose sur ce texte 2, comme tu préfères. Ou après, Ah, sinon, on peut travailler les figures de style. Je te laisse choisir qu'est-ce que tu aurais envie qu'on travaille aujourd'hui. on peut repartir sur le texte 2. Ok, texte 2. Ça serait quand même intéressant qu'on s'entraîne, alors pas forcément aujourd'hui, mais sur les séances à venir, soit toi tu travailles un petit peu tout seul dessus et qu'on travaille enfin, qu'on le corrige ensemble, soit qu'on travaille au moins une fois sur comment on peut rédiger un commentaire à partir d'un petit texte. D'accord? Ouais. Donc on fait le texte 2 et
en fonction de comment on avance, on fait un petit peu les figures de style et soit on commencera aujourd'hui, soit on commencera la prochaine fois de voir si on peut faire un peu de commentaires. Ça te va? Ouais, Ok. Je te laisse lire bien. le texte 2. Ah, Attends, je te zoome un peu mieux si tu le vois mieux comme ça. Tu me dis quand tu as fini ta lecture. c'est bon, j'ai fini. C'est un texte qui est un petit peu des fois compliqué dans la compréhension de la lecture. On se focalise pas forcément sur la compréhension de chaque élément sur un petit texte comme ça. C'est juste pour s'entraîner à repérer des figures de style, si tu trouves des champs lexicaux, enfin comme on fait d'habitude. Est-ce que tu as t'as quand même des questions sur certains mots de vocabulaire ici ou pas? Euh, Ou dans l'ensemble, c'est quand même bon, ça compréhensible. va. C'est bon? Ouais. Ok. Tu te souviens, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on a notre texte, donc on l'a lu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bah, le... de quoi ça parle? L'information. Est-ce que tu arriverais à me dire de quoi ça parle ici? Je te dis, c'est un texte, c'est un petit peu compliqué sur la compréhension. C'est pas forcément des éléments qui ont un, comment dire, où on peut avoir l'histoire, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas trop ce qui se passe après. Mais là, ce qui est important sur ce texte-là, je veux que tu m'évalues comme on a trouvé avant, quel registre tu peux avoir, quel ton tu peux avoir, quel type de texte tu peux avoir, quelle figure de style tu peux trouver, quel champ lexicaux tu peux trouver. Est-ce que tu vois des éléments et des mots importants? Euh, Ok. Est-ce que avant de trouver tout ça, tu veux exprimer des choses sur ce texte? Bah, euh, c'est une personne dans la nuit, dans une ville, Ok. qui qui a un peu peur à cause des événements qui s'y passent et qui finit par repartir. Ok, très bien. Est-ce que tu veux dire d'autres choses ou on peut commencer à relever les autres éléments? Non, c'est bon. Ok. Donc je t'écoute. Quels sont ou quel est le premier élément qu'on va vouloir relever? Ah, le registre. Ok. Quel registre tu peux avoir ici? Fantastique. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux en trouver d'autres? Est-ce que pour toi, il y en a qu'un seul ou pas? Ouais, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais. Alors, le registre fantastique, je suis d'accord avec toi, ici, c'est celui qui va le mieux fonctionner. Mais enfin, comment moi je parlerais de ça? Je dirais qu'effectivement, on a la présence d'un registre fantastique, mais qu'on a des éléments dramatiques qui se passent. Ok? On est dans du fantastique, mais pas le fantastique comme quand tu vas à Disney et c'est fantastique, tout est beau, tout est rose. Tu es plutôt dans du fantastique dramatique. Ok? Ouais, T'es d'accord ou pas? ouais, Ok, donc c'est important de le préciser. T'es pas dans un conte de fées ici, t'es dans quelque chose qui est plutôt un peu morbide, un peu dramatique, ok, un peu sous tension. ok. Ok, qu'est-ce que tu relèves d'autre du coup? Bah, on a le ton. Ouais,
Quel ton tu trouves ici? Bah, terrifié, angoissé. Ouais, très bien. Donc terrifiant, angoissant, inquiétant un peu, ok? Inquiétant, oui. Terrifiant, angoissant, inquiétant, ok? Est-ce que tu peux relever d'autres choses? Il y a un élément qui est, enfin, pour moi, c'est pas vraiment un ton, mais il peut se caler dans l'explication de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on voit qu'on a un ton qui est terrifiant, angoissant, inquiétant? Qu'est-ce que ça peut amener dans ce texte? Ou qu'est-ce qu'on peut apercevoir à travers tout ça dans ce texte? Je sais pas si je le formule bien correctement, mais est-ce que tu Euh, arriveras à trouver un élément? j'ai pas bien compris la question. On sait on voit, on le relève ici, qu'on a un ton, pardon, qui est un peu terrifiant, un peu inquiétant, angoissant. Tout ça, c'est un peu des synonymes, ok? Le fait Oui. que tu aies ces synonymes-là pour parler de ton ton, qu'est-ce que ça peut te donner comme information sur l'ensemble de ton texte? Enfin, pas forcément une information, mais un autre mot qui pourrait te relever un petit peu l'aspect du ton que tu as ici. Plutôt, c'est pas forcément le ton, mais c'est peut-être plutôt l'ambiance. Voilà, je vais le formuler comme ça. Quelle ambiance tu peux trouver dans ce texte? Bah, un peu sinistre. Ouais. En essayant de pas trop répéter un peu le fait que c'est terrifiant et c'est angoissant. Sinistre, c'est quelque chose pareil. C'est un peu angoissant, c'est pas. Si tu te rapproches du fait qu'on a dit tout à l'heure, on était sur du fantastique. De fantastique qui peut être inquiétant, terrifiant, ça peut t'amener à quoi? Je sais pas si tu arrives à faire le lien. C'est peut-être un peu compliqué. Je vais donner la réponse pour que ça soit plus simple et on va discuter si tu comprends pas. Là où je veux en venir, c'est que tu as effectivement un ton qui est terrifiant, ok? Tu as un registre qui est fantastique et ton texte ici, ça peut te donner un petit peu une atmosphère mystérieuse. Tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop pourquoi. Tu sais qu'il se passe des phénomènes un peu bizarres, que c'est inquiétant, sinistre, si tu veux garder ce terme-là mais tu sais pas pourquoi. Donc on est un peu dans une ambiance avec un ton qui est un petit peu mystérieux. Est-ce que tu comprends ou pas? Euh, à peu près, oui. Ok. Tu veux que j'essaie de le réexpliquer autrement? Ou Ouais. Donc, dans ton texte ici, on va bien le relire quand on va retrouver les figures de style et tu le verras sûrement mieux à ce moment-là, mais il y a plusieurs passages où on voit des phénomènes un peu mystérieux. OK? Attends, je voudrais que je relève où c'est à chaque fois. Ils sont bien piffés dans le silence. Chaque bruit, tu sais qu'il y a des bruits dans un silence, alors que bon, voilà, tu sais pas quel bruit. Soudain, tu as un cri, mais tu sais pas d'où il vient. Puis d'un seul coup, il s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il a crié? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un son? Pourquoi est-ce que ce son il s'arrête? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis finalement, tu as le son qui s'est arrêté, mais tu l'entends en écho. Donc là, on est un peu sur quelque chose qui est terrifiant, mais en même temps qui est mystérieux. D'où vient ce son? D'où vient ce cri? D'où viennent ces bruits? Pourquoi est-ce qu'il y a ces bruits? Est-ce que tu comprends mieux? Oui. Ok. Donc, effectivement, tout ça terrifiant, angoissant, inquiétant, ça on les regroupe ensemble. Mais tu as aussi du coup un peu un ton, alors c'est pas forcément ton, mais pour moi c'est plus une ambiance qui est mystérieuse. Ok? Ouais. Après on peut mettre mystérieuse, pareil, inquiétante. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur l'ambiance? Euh, effrayante. Ouais, alors ça serait dans inquiétante un petit peu, mais on peut le remettre aussi si tu veux. Qu'est-ce que tu aurais d'autre? Euh,
Pareil, sinistre, on pourrait le remettre ici dans l'ambiance. Ok, t'es Ouais. dans quelque chose d'un peu. Alors, sinistre, c'est un peu un mot fort. C'est un peu quand même quelque chose qui est très catastrophique, qui est très. Obscur, on peut mettre, peut-être. Une ambiance qui est obscure. Obscure, je le garderai plus pour peut-être qualifier des champs lexicaux plus tard. Ok. Ok. Mais tu peux le garder quand même dans ta tête. Tu vois, c'est des mots que tu peux quand même écrire sur ton brouillon quand tu relèves tous ces éléments-là. Et quand tu vas détailler dans ton texte, avec tout ce que tu vas avoir trouvé, tu vas voir quel mot tu vas mettre. Si tu vas parler déjà du champ lexical de l'obscurité, bah peut-être pas forcément dire que tu as aussi une ambiance qui est obscure. Après, tu peux, quand tu vas parler de ton champ lexical, dire bah, on a la présence du champ lexical de l'obscurité qui amplifie bien l'ambiance qui, elle aussi, est obscure. Et tu peux dire qu'on sait qu'elle est obscure, elle est mystérieuse, on a des passages inquiétants. Ok? Il faut que tu arrives à tout remixer ensemble dans ton commentaire. Ok. Ok? C'est pour ça que c'est hyper important de faire un brouillon et de relever toutes tes informations avant de commencer à rédiger. Une fois que tu as tout, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en lien, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire par rapport à telle chose, quel élément finalement n'est pas forcément important et lequel je peux rajouter parce que maintenant je connais d'autres éléments et je peux rajouter d'autres choses à certains éléments. Ok? Ouais. Très bien. Donc, ok, on a fait le registre, le ton, l'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les procédés. Ouais, alors juste avant, on fait ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, on fait le type de texte. Comme ça, on l'oublie pas cette fois-ci. Parce que ça, en soi, c'est quelque chose que tu vas devoir citer dans ton introduction, normalement. Donc, type de texte, qu'est-ce que tu as ici? Un dialogue. Tu vois des gens parler? Enfin, Un dialogue, c'est quand tu as des gens qui parlent. Une pièce de théâtre, c'est monologue. un quoi? Un monologue. Pour toi, c'est quelqu'un qui parle ici? Ah non, pas. Comment tu reconnais un monologue? C'est je. Effectivement, un monologue, c'est l'utilisation de la première personne. Ici, tu as il avança, autour de lui, il s'arrêta. Donc, t'es pas sur un monologue, t'es sur quoi? Un texte descriptif. Ouais, descriptif, ok. C'est tout? Narratif. Ouais. Narratif, on nous raconte une histoire, ok. La narration, c'est le fait de raconter quelque chose. Donc, souvent, quand tu es dans un roman, tu es en général toujours dans de la narration. Après, descriptif ou non, ça dépend quel est ton passage. Mais généralement, sur des parties de texte, tu as toujours des descriptions de quelque chose. Donc, descriptif, narratif. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on relève les procédés. Qu'est-ce que tu peux déjà trouver ici comme procédé? La ville endormie. Alors attends, j'ai pas mis les lignes, je vais les mettre ici pour qu'on sache. 1, 5. Quelle ligne? La première. Ok. La ville endormie. Qu'est-ce que tu relèves ici? Personnification. Très bien. Est-ce que tu arriverais à un petit peu détailler, à analyser ça et me dire quelque chose par rapport à ça? Que c'est une ville calme. Endormie, on peut aussi le dire que c'est dans la nuit. Parce que quand on est endormi, c'est tout noir. Dans Mhm. l'obscurité. Ouais. La ville endormie, ça peut aussi être une ville calme où il n'y a personne dehors. Ouais. Alors, quand tu vas analyser, généralement, tu te focalises sur une idée directrice. Il faut pas que tu partes sur 4 idées. Endormi, ça peut être ci, endormi, ça peut être ça, endormi, ça peut être autre chose. Tu peux. Mais là, comme tu l'as fait, tu t'égares un petit peu sur les éléments. Comment déjà analyser le fait que tu as une personnification? Tu l'as relevé ici, effectivement, ville endormie, une ville, ça dort pas. Enfin, la ville en elle-même, ça dort pas. Ce que tu peux dire ici, tu as
une humanisation, et c'est important quand tu personnifies, tu peux pas dire la ville est personnifiée. Enfin, tu peux, mais le but de l'analyse et de l'effet de l'analyse de ta figure de style, c'est d'annoncer l'effet. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça met en avant? Ici, la ville endormie, ça met en avant l'humanisation de la ville, ça la rend humaine, autrement dit, d'accord? Par le fait que, tu le redis comme tu l'as dit, une ville endormie, ça peut signifier que c'est calme, virgule. Tu peux trouver d'autres éléments, mais surtout, la ville endormie, ça peut être, pour moi, ça peut être deux choses. Ça peut être une personnification, et pour moi, c'est d'abord une personnification, mais ça peut être aussi une métonymie. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est la métonymie dans les figures de style qu'on avait vues ensemble? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? C'est quand on remplace, euh, quand on place un mot par un autre. Ouais. Par, Et sous quel contexte? tu, Est-ce que tu arriveras à me le redire? avec un contexte un peu indirect. Avec un élément indirect, mais en fait, c'est la métonymie, c'est le fait de remplacer un mot par un autre sans changer la compréhension de cette phrase. Dans les exemples, il me semble que j'avais donné, c'est boire un verre ou lire, qu'est-ce que j'avais dit? Lire Balzac ou lire tout Balzac ou je sais plus. Mais boire un verre, en fait, tu remplaces le contenu par le contenant. Tu remplaces, par exemple, l'eau par le verre. Ça change pas ta phrase. Tu aurais pu dire boire un verre d'eau ou boire de l'eau au lieu de dire boire un verre. OK? Ouais, Ici, c'est un peu la même chose. On dit la ville endormie, mais est-ce que c'est la ville qui dort ou est-ce que c'est les habitants de la ville qui dorment? Ce que tu ouais, vois. Donc, pour moi, ici, on peut avoir les deux. Est-ce que tu comprends ou pas? ouais, j'ai compris. Ok. Comment tu arriverais à m'analyser si on disait qu'on avait aussi la métonymie Ah, en utilisant le bon vocabulaire? C'est ça le plus important. voilà. Essaye, c'est pas grave si tu te trompes. Pas la ville endormie euh, est une mythonymie. Euh, je sais pas trop comment le dire en fait. Essaie de reprendre. Est-ce que tu as, le cours le cours 1 sous les yeux ou pas là en même temps quand on est ensemble? Je vais l'ouvrir. Ok. N'hésite pas si tu peux l'ouvrir. Tu, tu le regardes et regarde l'exemple de la métonymie que j'ai donné. Regarde l'effet. Lis ce que c'est que l'effet et dis-moi si tu arrives à formuler quelque chose par rapport à ça. Pas le petit un truc. Euh, la ville endormie me donne un effet euh, plus fluide, plus poétique Ok? de la ville avec une métonymie. Ok? Ça, c'est l'effet. Mais tu me dis pas comment est-ce que tu relèves que c'est une métonymie? Ah, bah parce qu'elle
Comment tu peux le relever? Elle nous dit indirectement quelque chose. Enfin, non. Euh, On a dit, rappelle-toi, que l'élément principal qui fait que c'est une métonymie, c'est le fait que tu es quoi? Un remplacement, un remplacement d'un mot. OK? Une ouais, substitution du mot, on pourrait dire ça comme ça. Ici, tu as une substitution du mot la ville enfin, une substitution du mot les habitants de la ville ou les habitants par la ville. OK? oui, Donc, il faut que tu l'expliques comme ça. Je vois la présence d'une métonymie, soulignant l'échange, enfin, ou comment on pourrait formuler ça? Soulignant la substitution du mot les habitants de la ville par la ville, permettant ainsi de donner un effet un peu plus poétique euh, de cet aspect-là, de cette figure de style. OK? ouais. Est-ce que tu as des questions encore ou là-dessus ou ça va, ou c'est bon? Euh, euh, est-ce qu'on peut, par exemple, quand on a un autre mot, par exemple, bah, boire un verre, par exemple, Ouais. comment on pourrait le reformuler? Pour expliquer ça, Oui, bah, c'est pareil. En fait, le but de la métonymie, on reprend comme si on n'en avait pas parlé. Le but de la métonymie, c'est de remplacer un mot par un autre, mais ça va pas changer la compréhension de la phrase. Généralement, par exemple, quand tu as boire un verre, tu sais qu'est-ce que tu vas boire, ok? Si ton texte dit que, imagine, c'est un texte qui parle d'alcool, ok? Et qu'ils vont dans un bar, bah, ils vont pas aller dans un bar boire un verre de coca en règle générale, ok? Ils vont boire un verre de oui, vin. Enfin, quand tu dis boire un verre, ça va signifier plus un verre de vin, pas forcément une bière, ok? Une bière, tu dirais boire une bière, boire une pinte si tu es dans un langage beaucoup plus familier. Mais sinon, boire un verre, dans un contexte où tu sais que tu as un texte qui te parle un peu d'alcool, tu sais automatiquement que c'est du vin ou c'est de l'alcool, ok? Donc, tu sais en amont qu'est-ce qui est, qu'est-ce que tu bois. Et ici, la métonymie, elle va te permettre, enfin, dans ce contexte-là, la métonymie, elle te permet de ne pas répéter à nouveau boire un verre de vin, boire de l'alcool. OK? C'est juste pour que ça soit un petit peu plus fluide, un peu plus poétique et plus naturel. OK? Si tu disais boire un verre de vin, ta phrase est lourde, tu vois. oui, Alors que si tu dis juste boire un verre, tu adoucis un petit peu ta phrase, mais tu sais de quoi on parle et ça évite des fois des répétitions. Comment l'analyser? Tu dis simplement que ici, tu vois que c'est une métonymie parce que tu as l'utilisation, enfin, tu parles du contenant alors qu'on sait qu'on boit le contenu. Ok? Tu bois pas l'extérieur du verre, tu bois pas le verre en lui-même, tu bois l'intérieur du verre. Et c'est comme ça que tu peux relever que c'est une métonymie. Dans notre exemple ici, la ville endormie, c'est la même manière. Tu sais que c'est pas la ville qui dort. Ok? C'est pas Paris qui dort, c'est les habitants de Paris qui dorment. Donc ici, c'est pareil. Tu parles, si la ville, c'est notre verre, ok? C'est l'intérieur du verre qui dort. Donc ici, c'est ça. Paris, ça serait le verre et la ville, ça serait l'eau. Est-ce que tu comprends ou pas? oui, C'est mieux? ouais, c'est mieux. Ok. Donc, effectivement, ici, tu peux relever deux choses, personnification et métonymie. Tu peux parler de ces deux figures de style. Attends, Prune, tu arrêtes. Ça suffit. Pardon, j'ai mon chien qui me mord les pieds depuis tout à l'heure. Donc, effectivement, tu parles des deux. Tu peux relever et dire dans ton commentaire, tu peux dire ligne 1, c'est toujours, tu te souviens, important d'introduire. Ligne 1, nous pouvons observer, et pas j'observe, nous pouvons observer la présence de deux figures de style. Tu peux l'annoncer dès le début. Premièrement, nous voyons une personnification de la ville endormie.
t'explique, comme on vient de l'expliquer, ou nous pouvons aussi en conclure, ou nous pouvons aussi l'analyser de différentes manières, car il peut s'agir aussi d'une métonymie, t'explique comme on vient de le dire. OK? Ouais. Mais dans ce cas-là, on peut dire du coup les deux, la personnification et la métonymie, ou faut en choisir une? Là, pour moi, les deux sont un peu flagrantes. OK? Tu sais que dans tous les cas, c'est une personnification, mais tu sais aussi que c'est une métonymie. Donc, si tu analyses bien les deux ensemble et que tu mets un lien entre les deux, tu peux parler des deux. OK? Ok. Mais il ne faut pas que tu me dises ligne 1, je vois une personnification. Ligne 1, je vois une métonymie. Il faut que tu l'introduises dès le début. Je vois deux personnifications possibles, deux figures de style possibles. Premièrement, la personnification, la ville endormie. On explique, on humanise la ville. La ville ne peut pas dormir. Qu'est-ce que tu peux mettre par rapport à ça? Et puis tu peux dire que vu qu'on parle de la ville et que c'est la ville qui dort et que ce n'est pas possible d'humaniser la ville, on peut donc conclure qu'on parle des habitants et donc il s'agit donc d'une métonymie parce que on parle des habitants et que, enfin, à l'oral comme ça c'est compliqué, on a envie de dire plein de choses alors qu'à l'écrit il faut condenser ce qu'on dit, mais il faut que tu comprennes bien. Donc je me permets de dire plus de choses que ce que tu dirais à l'écrit, mais donc tu vois, tu le modules comme ça un peu. Tu sais que c'est la personnification, mais en même temps, c'est tellement pas possible ça, que la ville soit endormie que tu en conclus et que tu sais que c'est pas la ville, c'est les habitants. Donc, tu as une métonymie. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre ici? Euh, les réverbères jetaient des flaques de lumière tremblantes, Ouais. tremblotantes. Qu'est-ce que tu relèves ici? Une personnification. Parce que les réverbères, ils peuvent pas jeter. C'est une humanisation. Pour moi, c'est pas ça ici. Il y a quelque chose d'autre qui me saute plus aux yeux que cette personnification. C'est la lumière tremblotante. Non, non, reste sur ça. Les réverbères, j'étais des flaques de lumière euh, tremblotantes. Qu'est-ce que tu peux relever? Et essaie de regarder un peu mieux cette phrase, analyse-la un tout petit peu mieux et essaie de voir ce que tu peux relever. Euh, Est-ce que tu vois ou pas? Peut-être un peu compliqué à analyser. Il faut bien que tu comprennes. Déjà, est-ce que tu comprends bien ce que c'est un réverbère? ouais, c'est un poteau luminescent. Ouais. Dans la phrase ici, c'est un peu, pour moi, c'est considéré comme le faisceau lumineux. C'est pas celui qui envoie, c'est le réverbère. Quand tu sais, quand tu prends, par exemple, imagine, tu es au bord d'une fenêtre et tu as le soleil qui arrive sur ton téléphone ou sur ta montre. Ça fait un appel lumineux sur le plafond ou sur les murs. Ça s'appelle un réverbère. Donc pour moi, ici, c'est plutôt ça. C'est le fait que tu es un peu le reflet, ok? Le reflet de ta lumière qui se jette sur les flaques. Qu'est-ce que ça fait penser? Un reflet dans l'eau. Ouais. Et donc ça te fait penser à quoi si tu l'exprimes comme ça? Un- C'est Elle une est un peu métaphore. subtile. Mais c'est pareil, ici, tu as les deux, mais moi, j'ai vu d'abord l'autre avant de voir ta personnification. Mais il y a aussi une personnification, mais l'autre, elle m'est flagrante aux yeux. Je vais te l'expliquer si tu la vois pas.
Les réverbères jetés, les flaques de lumière, on peut s'arrêter ici sans aller plus loin pour l'expliquer, enfin plus loin sur tremblement, sur le pavé humide, etc. Mais en fait, ici, la lumière, elle est comparée à quoi? Est-ce que tu arrives à voir si je te dis qu'ici on a une métaphore? C'est la lumière qui est comparée à quelque chose. La lumière est comparée à quoi dans cette phrase? Euh, à l'auteur? À l'auteur? Enfin, non. Non. Ici, les réverbères jetés des flaques de lumière, on s'arrête là, on s'en fiche de la suite, c'est le fait que tu aies la lumière qui soit comparée à l'eau de manière à former une flaque. Je sais pas si c'est, enfin, moi, je le comprends comme ça. Tu vois, quand je te reprends l'exemple du reflet du téléphone ou de la montre sur le mur, tu es d'accord avec moi que ce reflet-là, c'est pas juste une tache ronde. Souvent, enfin, l'intérieur de la lumière, elle fait un peu des vagues. Je sais pas si tu as déjà vu ou Ah porté ouais. vraiment attention. Ben, en fait, c'est ça. Ici, ton réverbère jetant des flaques de lumière, c'est l'eau, en fait, ici, elle est comparée, la lumière, pardon, elle est comparée au fait que quand tu as ta réverbère qui est possible, ça forme des flaques. Est-ce que tu comprends un peu mieux? Euh, pas trop. J'essaie de formuler autrement. Euh, les réverbères, on a dit, c'est le fait que tu aies ta lumière et nous, on le sait quand on le fait. L'effet de la lumière quand tu joues avec ton téléphone ou ta montre ou un miroir, ça fonctionne aussi avec le miroir. Cet aspect-là lumineux, c'est pas un aspect continu, c'est un aspect qui fait un peu des vagues dans ta lumière. Et ici, le fait, c'est ton verbe jetait, il est un peu en comparaison ici. Les réverbères jetaient des flaques de lumière. Est-ce que tu comprends mieux? Je crois que j'arriverai pas à l'expliquer beaucoup mieux que ça. Pour moi, c'est l'explication un peu la plus simple. Euh, Mais moi, c'est celle que je vois. Mais effectivement, il y a aussi la personnification. Je t'accorde que les réverbères jetaient des flaques de lumière. Dans tous les cas, il y a la personnification. Si tu arrives à relever une des deux, c'est bon. Ok, ton prof t'en voudra pas que tu pas relevé qu'il y avait aussi la métaphore. Ok? La personnification, tu la vois bien? Tu sais l'expliquer? Ouais. Comment tu me l'expliquerais? Bah, dans le vers un on peut Ligne 1, pas vers 1. On n'est pas sur les ah, vers en poésie. Attention. une, nous pouvons constater que il y a une enfin, une personnification des réverbères. Ok. Euh, je pourrais formuler. Faut que tu t'entraînes à bien analyser. Tu relèves, tu trouves, mais il faut s'entraîner à analyser. Qu'est-ce que tu analyses? Qu'est-ce que ça donne comme effet? Rappelle-toi Bah, déjà, on a une personnification. Il faut que tu dises, ça humanise, ou ça donne un aspect humain, ou ça permet de donner des pouvoirs humains. Tu peux donner tous ces éléments-là. Il faut qu'on comprenne que c'est être humain, humanisation, rendre humain, donner des émotions, donner, euh, humaniser. Enfin, voilà, je reprends les mêmes mots, mais il faut qu'on comprenne que personnifier, c'est humaniser. Donc, qu'est-ce que tu humanises ici? les réverbères. Ok, donc ligne 1, j'observe. Donc ligne 1, on cite, hein. Nous, on ne le cite pas parce qu'on le fait à l'oral, mais c'est important. Ligne 1, je cite. OK? Entre parenthèses, tu cites ton texte. Ensuite, j'observe une personnification. Les réverbères jetaient des flaques de lumière. Nan, nan, nan. Ici, les réverbères sont humanisés, OK? Ou euh, euh, ont une action humaine, puisque on leur donne un pouvoir euh, Ah non, c'est pas le réverbère, pardon. C'est la lumière qui est humanisée, parce qu'on lui donne un pouvoir de réverbération. OK?
La réverbération, autrement dit, un pouvoir de jeter, ok? De jeter de la lumière, de jeter des choses. Est-ce que tu comprends mieux ou pas? Ouais, c'est bon. Ok. Si tu devais donner l'effet, parce que là on a analysé, mais il faut aussi donner l'effet. Les effets, c'est pareil, c'est ce qu'on a vu dans le premier cours. En dessous de mes exemples, normalement, j'ai toujours mis les effets. Qu'est-ce que tu as comme effet de la personnification? Pas un effet de, de force de la lumière, on pourrait Ouais, dire. de donner une force, mais Un souvent, effet bon, un peu se répéter, mais tu le vois comment quand tu analyses, tu peux en même temps analyser et donner l'effet. Le fait qu'on ait une humanisation, c'est donner l'effet en même temps. Mais ici, c'est pas le cas, mais tu aurais pu donner l'effet, enfin, avoir un effet qui donne des émotions ou qui donne un pouvoir particulier. Et effectivement, là, on est dans ce cas-là. On a une humanisation, en effet, ça donne un pouvoir particulier à la lumière. OK? ouais. C'est bon pour ça? Mais quand on dit que ça lui fait un pouvoir particulier, faut le citer, le pouvoir, ou juste on dit comme Bah ça? oui, ça donne un pouvoir particulier. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? C'est de lui donner la possibilité de lancer, de transmettre la lumière, la réverbération. OK? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu peux relever d'autre après? Euh, euh, chaque bruit semblait amplifié dans le silence nocturne. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une oxymore, un oxymore, Comment tu pourrais analyser que c'est un oxymore? parce qu'on dit deux choses contraires, le bruit et le silence. Ok. Est-ce qu'il n'y a que ça que tu vois ici? Euh, le silence nocturne, c'est un peu une métaphore. Hmm. Hmm. Chaque bruit semble un pied dans le silence nocturne. On pourrait, mais tu analyserais juste le fait que silence est comparé à nocturne. Et enfin, je trouve que tu n'as pas énormément de choses à dire là-dessus. Il y a autre chose, et tu as presque l'élément, enfin, tu as l'élément clé de cette chose-là dans la phrase. Après, on revient sur ce que tu as dit. Mais ici, il y a quelque chose, c'est flagrant. Qu'est-ce que ça te donne, ça, comme info? Bah, qui vient de plus en plus fort. Ouais. Mais chaque bruit semblait amplifié dans le silence. Est-ce que c'est possible qu'il y ait du bruit alors qu'il y a du silence? Non. Non. Donc ici, qu'est-ce qu'on a affaire à quoi? Il y a du bruit, mais il y a du silence. C'est pas possible. Euh, Que tu sais. Antithèse. Comment? Une antithèse. Alors là, je suis d'accord. Pour moi, c'est plus une antithèse qu'une oxymore. Je voulais y venir juste après. Mais avant qu'on passe à ça, il y a une autre figure de style qui, je te dis, est flagrante. Est-ce que c'est possible que on parle de bruit dans un silence? Si là, je te dis on fait du silence, mais que j'entends plein de bruit, est-ce que ça te fait penser à quelque chose?
Est-ce que si je te dis que mes voisins font plein de bruit alors que je les entends pas, je suis pas dans l'exagération de quelque chose? C'est l'hyperbole. Ouais, tu as une hyperbole, tu es dans l'exagération qui est du bruit, alors qu'on parle de silence. Donc, tu exagères cette situation, ok? Tu exagères le fait qu'il y ait du bruit, alors que, bah non, tu es dans un silence. Donc, tu as une exagération, on peut appeler ça une exagération de la perception du son, ok? Pas possible, tu peux pas avoir du bruit alors que tu as du silence. Et ensuite, tu peux relever l'oxymore ou l'antithèse du coup. Antithèse. Ok? Pourquoi antithèse et pas oxymore? Est-ce que tu sais ou pas? Bah, euh, Pourquoi est-ce qu'on a une antithèse ici? On a dit bruit et silence. Quelle est la différence entre l'antithèse et l'oxymore? Tu te souviens ou pas? je sais plus maintenant. L'antithèse, c'est vraiment deux éléments opposés. On avait dit être ou ne pas être. Ici, si tu as du bruit, tu peux pas avoir du silence. Si tu as du silence, tu peux pas avoir du bruit. C'est vraiment deux choses opposées. Alors que l'autre exemple que j'avais donné dans mon souvenir, c'est obscure-clarté. Obscure-clarté, tu vas me dire, bah, c'est un petit peu pareil. Tu peux pas être dans l'obscurité alors que tu es dans la clarté, mais tu es sur un élément que tu peux mettre sur une même échelle et diminuer plus ou moins l'intensité de soit la clarté, soit l'obscurité. OK? Oui. Pour le bruit et le son, enfin le bruit et le silence, c'est pareil. Tu pourrais dire que tu le ramènes à un fil qui serait le son et que effectivement tu peux avoir plus ou moins de bruit ou plus ou moins de silence. Sauf que c'est pas la même chose parce que soit tu as un petit peu de bruit mais tu as quand même du bruit, soit tu as un petit peu moins de silence mais du coup tu as quand même du bruit. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui. Le silence, c'est vraiment rien. Si tu as un petit peu de quelque chose, t'as pas de silence. Donc tu es vraiment sur deux choses qui sont complètement opposées, donc qui font une antithèse. OK? Oui. J'ai un exemple sinon à te donner. Si c'était une oxymore ici, attends, j'essaie de trouver. Si tu avais euh, un silence assourdissant, ici tu as bien une oxymore. Est-ce que tu repères comment? Pourquoi? Un silence assourdissant. Parce que c'est soit il n'y a rien, soit il y a tout. Alors que dans l'antithèse, c'est dans, dans des degrés. C'est l'inverse. L'antithèse, Ah c'est mince. tout ou rien. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu comment on appelle ça? De dissertation, mais je pense que ça sera plutôt en première. Les dissertations, il y a plusieurs plans possibles, et dans un des plans, tu fais un truc en thèse, antithèse, un peu conclusion. Donc, thèse, c'est oui, antithèse, c'est non. Essaie de te souvenir un peu ça. La thèse, ça va être quelque chose de plutôt positif. L'antithèse, c'est quelque chose de négatif. Antithèse, ici, ça veut dire c'est non, c'est pas possible, c'est pas du tout du même registre, du même raccord, c'est complètement l'opposé. Antithèse complètement opposée. Oxymore, c'est un peu similaire. Ici, silence assourdissant, bah, tu as du silence, mais un silence assourdissant, ça peut être vraiment marqué par le fait que le silence, il est tellement silencieux que ça t'assourdit, que ça te prouve vraiment que tu as du silence. Et en même temps, assourdissant, ça peut signifier aussi tout le contraire. Mais du coup, tu n'es quand même pas dans l'opposition complète. Est-ce que tu comprends mieux? Ouais. Ok. Donc, ici, hyperbole, antithèse. Ok, on a relevé. Je vois pas d'autre chose dessus. Est-ce que tu vois d'autres choses sur le reste du texte? Euh,
Il déchira la nuit, à Comment? ligne. Un cri déchira la nuit. Ligne 5, tu m'as dit? 4. Ah, pardon. Ok, qu'est-ce que tu dirais ici du coup? Bah, c'est aussi une sorte de personnification. Parce qu'un cri, ça peut pas déchirer quelque chose. Ok. Et ici, il y a autre chose encore. Euh, c'est aussi un peu une hyperbole. Hmm. Ouais, effectivement, on peut aussi parler d'hyperbole, mais encore d'autres choses. Euh, Ce texte, il y a plein de figures de style. Il est pas, il est un peu compliqué, mais au moins on peut relever plein de choses. Donc, personnification, effectivement. Le cri déchira la nuit, un cri, ça peut pas déchirer, ok? Là, on explique la personnification. On s'entraînera sur les analyses plus que ça la prochaine fois, je pense. Avant de commencer à faire des rédactions, on s'entraînera sur vraiment analyser les éléments, ok? Je pense que c'est plus important de bien savoir analyser avant de faire tes rédactions. ouais. Donc, personnification, ok. Ensuite, tu m'as dit quoi d'autre? Hyperbole. Ok, ouais, je suis d'accord aussi. Hyperbole, pourquoi, si tu me dis? Parce que c'est fort. C'est un mot fort qui amplifie le fait de crier. Ouais, qui amplifie et surtout Qui hyperbole. exagère. Exagéré. Il faut bien que tu retiennes ces mots-là. Pour personnification, le mot important à citer, c'est humanisation. Humaniser, rendre humain, donner des émotions, rendre la possibilité d'être humain. Pour l'hyperbole, c'est l'exagération, le fait de rendre quelque chose surréaliste, possiblement. OK? Euh, donc vraiment, exagération de la situation. Personnification, on l'a dit. Qu'est-ce que tu vois d'autre encore ici? Il y en a une dernière. Est-ce que tu la vois ou pas? Je vois pas. Un cri déchira la nuit. Ici, tu as une métaphore. Un cri, il est comparé indirectement, parce que effectivement, la comparaison n'est pas dans le texte, mais un cri déchira la nuit. Qu'est-ce qui déchire en général? Avec quoi tu peux déchirer quelque chose? Ah, quelque chose de fragile. Ah, avec quelque chose de coupant. Avec quelque chose de coupant, tu peux déchirer quelque chose. Si je te donne un bout de tissu, pour le déchirer, soit tu vas tirer dessus, soit tu vas en général prendre un couteau, prendre une lame, ok, pour déchirer mon tissu. Ici, c'est ça. Un cri déchira la nuit. Le cri, il est indirectement comparé à une lame pour déchirer quelque chose. Ok? Ça, c'est important. Tu vois, tu peux mettre personnification et métaphore de cette phrase ensemble. Je personnifie le cri euh, parce que du coup, effectivement, il ne peut pas déchirer. Il est rendu humain, il est humanisé. Et d'autant plus qu'ici, je perçois qu'il y a également une métaphore par le fait que ce cri qui est humanisé est finalement comparé à une lame pour aller déchirer quelque chose. OK? Ouais. Est-ce que tu vois bien qu'il y a une métaphore ici aussi? Ouais, c'est bon. OK. Avant ça, tu as oublié de relever quelque chose. Mais je crois que cette figure de style-là, enfin, c'est pas vraiment une figure de style, mais je crois qu'on en a peut-être pas forcément beaucoup parlé. Attends, je vais changer de couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Du rose. On n'a pas fait le rose. Ah si, on a fait déjà. On va prendre le bleu foncé. Ici, le vent, le souffle du vent, le clapotis de l'eau, le battement précipité de son propre cœur. Là, c'est un peu en pointillé, mais c'est le fait de le, le, le. Qu'est-ce que ça te fait, ça peut te faire relever? Bah, une anaphore. Ouais. Hein.
Ok? Donc, effectivement, une anaphore. Et pour moi, effectivement, tu pourrais le relever en anaphore. Le souffle du vent, le clapotis, le battement, une anaphore en le, ok? Mais autrement dit, moi j'appellerais plutôt ça une énumération. C'est pas vraiment, enfin, je sais pas si ça se classe vraiment dans les figures de style. Enfin, pour moi un peu quand même, mais tu as une énumération, tu as une accumulation. En fait, autrement dit, les énumérations, c'est du son. C'est plus que le mot, c'est le son. Le souffle du vent, le clapotis de l'eau, le battement. OK? C'est une accumulation, une énumération plusieurs fois du son le. Donc pour moi, les deux sont un peu possibles. Anaphore et énumération. OK? Ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter, les énumérations, les anaphores? Quel Euh, effet? Pas un peu genre d'allitération. Non. L'anaphore, le fait de répéter quelque chose, qu'est-ce que ça peut donner? Souvent, je ne sais plus si c'est à toi que j'avais donné cet exemple, le fait de dire, s'imagine, ta mère ou ton père te dit, va à la douche, va à la douche, va à la douche, va à la douche, va à la douche. Quel est l'impact de fait qu'il répète 15 fois, va à la douche? Bah, Tu vas finir par y aller, pourquoi? il insiste. Voilà, ça insiste, ok? L'anaphore, son but principal, c'est d'insister. Tu insistes sur l'importance d'un mot, l'importance de ce mot-là. Bon, là, je t'ai donné une phrase entière, mais si on prend autre chose, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait machin, toi, t'as fait truc. Là, j'insiste. C'est aussi une anaphore sur j'insiste. Toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça, toi, etc., toi et machin et toi. T'insistes sur toi. OK? Donc, Ouais. anaphore et itération, c'est le fait d'insister, d'avoir une accumulation du même mot pour insister sur le fait que ici, tu as la description. Enfin, le souffle du vent, le clapotis de l'eau, le battement précipité. Qu'est-ce que tout ça a fait? C'est une accumulation, une, euh, c'est le fait d'insister. OK? Ouais. Je viens de voir l'heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai peur qu'on nous coupe après s'il y a un autre prof. Je peux te proposer plusieurs choses. Soit je te laisse tranquille, soit tu essaies de t'entraîner et de relever sur le reste du texte quelle autre figure de style tu peux trouver. Il y en a encore pas mal. C'est pas grave si tu ne les relèves pas toutes, mais si tu arrives à en trouver encore quelques-unes et essayer de t'entraîner à analyser. Enfin, attends, on va faire ça dans l'ordre. Soit tu les trouves toutes, ok? Enfin, tu essayes de toutes les trouver. Soit tu essaies de faire à l'écrit l'analyse de celles qu'on a déjà relevées. Comme ça, tu te Ouais, sens un petit essayez. peu t'entraîner. Tu préfères quoi? Essayer de trouver les autres ou essayer de t'entraîner sur l'analyse? Je vais faire un peu des deux. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, on fait ça. Et donc, prochain cours, mardi prochain. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Pas de questions pour toi? Non, c'est bon, je les ai déjà posés. Ok, super. Bon, ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ok, ok. Bonne soirée!